Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu particulière, celle du vol dans un musée de Boston. Alors oui, je vous l'accorde, quand j'ai entendu parler de cette histoire, tout comme vous, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Mais attends, c'est pas que dans les films et les séries qu'on voit ça ?» Et bah du coup, pas vraiment. Parce qu'en 1990 a eu lieu le plus gros vol d'œuvres d'art de l'histoire. Le butin estimé à plus de 500 millions de dollars à l'époque n'a toujours pas été retrouvé depuis tout ce temps. Mais alors, comment ont fait les voleurs? La porte du musée était-elle grande ouverte? Ou alors la sécurité était-elle complice du vol? Laissez-moi vous raconter cette incroyable histoire qui a eu lieu au musée Isabella Stewart Gardner. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, avant de vous parler du déroulement du vol, je vous donne juste un petit peu de contexte dans cette histoire. Le musée a été construit sous l'ordre de la collectionneuse d'art Isabella Stewart Gardner, dans le simple but d'abriter sa collection personnelle. Ce musée a ouvert ses portes au début de l'année 1903. Madame Gardner, quant à elle, continuait d'élargir sa collection d'art et de l'organiser comme il se doit dans son musée, et ce jusqu'à son décès en 1924. Dans son testament, on peut d'ailleurs voir une chose très importante. Elle stipule que la disposition de ses œuvres ne doit surtout pas être modifiée, et aussi et surtout qu'aucun objet de sa collection ne doit être vendu. Ce musée continue d'exister et prospère pendant de longues années, mais en 1980, il se retrouve dans une situation financière très compliquée, ce qui malheureusement fait qu'il est de moins en moins entretenu. Du coup, il manque plusieurs choses, que ce soit un système de climatisation, une police d'assurance convenable pour le musée, mais aussi pour les différentes œuvres présentes à l'intérieur, et ce qu'il manque par-dessus tout, c'est un système de sécurité un peu plus récent. Surtout qu'en 1982, la police découvre qu'un gang de Boston prévoit de cambrioler le musée. En apprenant la nouvelle, le conseil d'administration décide donc de faire l'installation d'un système de sécurité bien plus performant qu'avant. Pour ça, il faut installer 60 détecteurs de mouvement infrarouge dans les galeries, un système de vidéosurveillance avec 4 caméras placées autour du bâtiment, et il décide aussi de renforcer le nombre d'agents de sécurité. Par contre, il n'avait pas du tout le budget pour mettre des caméras à l'intérieur du musée, ce qui, on peut se le dire, est un petit peu dommage, niveau sécurité. Bon, du coup, certes, il y a des améliorations par rapport à avant, mais il y a aussi quelques problèmes qui sont toujours là. Notamment une chose, si un incident avait lieu dans l'enceinte du musée, pour appeler la police depuis l'intérieur, il fallait appuyer sur un bouton qui était situé dans le bureau de sécurité, mais aucun autre moyen possible. Alors qu'en soit, déjà à cette époque, la plupart des musées disposaient d'un système où les veilleurs de nuit devaient appeler la police toutes les heures pour dire que tout se passait bien. Évidemment, s'il n'y avait pas d'appel, la police débarquait en quelques minutes. Bref, les années passent, mais toujours pas de signe du gang qui voulait faire un cambriolage. En 1988, un consultant en sécurité vient pour examiner les dispositions que possède le musée. Il dit qu'elles sont quasi équivalentes à d'autres musées, mais qu'il faudrait quand même faire quelques améliorations. Je vous le rappelle, mais le musée Gardner est toujours en mauvaise passe financière à ce moment. Surtout que Madame Gardner avait aussi stipulé autre chose dans son testament, c'est qu'elle était contre toute rénovation majeure, ce qui par conséquent empêche le conseil d'administration de faire les améliorations préconisées par le consultant. De plus, une autre demande majeure va être rejetée, celle du directeur de la sécurité qui demande une augmentation des salaires pour ses équipes pour justement pouvoir attirer des candidats plus compétents. Du coup, le musée se retrouve avec des agents payés un tout petit peu au-dessus du salaire minimum, combiné à toutes les failles de sécurité déjà présentes un peu partout. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ces failles, tout le personnel est au courant. Ok, maintenant que vous avez tout le contexte, allons sans plus attendre à la date importante de l'histoire, le soir du vol des œuvres. Nous voilà donc rendus dans la nuit du 18 mars 1990. Il est minuit 30 et plusieurs personnes sont en train de rentrer de la Saint-Patrick. Certains passants aperçoivent deux hommes qui sont visiblement des policiers, vu qu'ils sont en uniforme en train d'attendre dans une voiture garée sur Palace Road, à quelques mètres de l'entrée latérale du musée, qui est l'entrée des employés. À l'intérieur du musée, il y a deux agents de sécurité ce soir-là. Richard Abbott, alias Rick, un veilleur de nuit qui est là depuis quelques années, et Randy Estand, qui a été engagé il y a un an mais qui fait sa grande première dans l'équipe de nuit. Ouais. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas beaucoup pour la sécurité. En fait, ils sont que deux le soir. Dans la politique de sécurité du musée, il y a un protocole pour l'équipe de nuit. Un veilleur doit patrouiller dans les galeries équipé d'une lampe torche et d'un talkie-walkie, tandis que l'autre doit rester assis au bureau de sécurité pour regarder les caméras. Et les deux agents échangent leur rôle durant la soirée. Durant la première patrouille de Rick, plusieurs alarmes incendie se déclenchent dans différentes salles. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'en fouillant les pièces, il ne va voir ni feu ni fumée. Il décide donc d'aller au bureau de sécurité, et là, Randy lui dit que le panneau de commande n'arrête pas d'afficher la présence de fumée dans plusieurs pièces. Mais Rick lui dit qu'après avoir fait le tour du musée, il n'a absolument
absolument rien vu. Les deux agents de sécurité se disent que c'est juste un dysfonctionnement et ils ferment le panneau de commande. Rick retourne donc faire sa patrouille, mais juste avant de terminer sa ronde, il fait un petit arrêt à l'entrée latérale. Il va ouvrir brièvement la porte et la refermer quelques minutes après. Ouais bon, il l'a pas dit, mais c'est quasi sûr qu'il allait se fumer une clope, le petit Rick. Par contre, il a pas du tout averti Randy d'avoir fait cette action. Rick termine sa tournée et retourne au bureau de sécurité vers 1h du matin pour que Randy commence à faire sa ronde. À 1h20, les deux policiers qui étaient toujours dans leur voiture mettent le contact et vont se garer juste devant l'entrée réservée aux employés. Ils sortent de leur voiture et vont sonner à l'interphone du musée qui les connecte directement avec Rick. Là, ils expliquent qu'ils sont de la police, qu'ils ont été appelés pour un tapage nocturne et que par conséquent, ils doivent rentrer dans le musée. Rick, dans sa tête, il se dit bah c'est bizarre, mon collègue ne m'a rien dit, mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu abusé de la Saint-Patrick et qui a dû escalader la clôture. En plus de ça, il regarde la caméra qui donne sur l'entrée des employés et il voit que les deux hommes ont bel et bien un uniforme de policier. À 1h24, il laisse donc les deux hommes rentrer dans le musée. Ils se retrouvent alors dans le hall à quelques mètres du bureau de sécurité. Et justement, ils vont aller voir Rick, lui qui est tranquillement assis derrière son bureau. Mais sans passer par 4 chemins, les deux policiers lui demandent s'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur du musée. Rick, à ce moment, il est un peu surpris. Il dit que oui, il y a bien une autre personne. Et là, direct, les deux hommes disent que le deuxième agent de sécurité doit impérativement venir dans le bureau. Rick se dit bah ok, ça marche, et il appelle Randy avec son talkie-walkie. Mais pendant qu'il est en train d'appeler son collègue, il remarque une chose. C'est que le plus grand des deux policiers semble avoir une moustache totalement fausse. Sauf que le plus petit des deux policiers remarque que Rick regarde son collègue avec insistance. Et d'un coup, il lui dit la chose suivante. Hé, ta tête, elle me dit quelque chose. On a un mandat d'arrêt contre toi. Donc tu te lèves et tu nous donnes ta pièce d'identité tout de suite. Me demandez pas pourquoi j'ai fait cette voix, je le voyais bien parler comme ça. Rick, à ce moment, il est totalement dans le flou, il comprend pas trop ce qui est en train de se passer, mais pour autant, il s'exécute. Et en se levant, il s'éloigne donc du bureau où est situé le fameux bouton pour appeler la police. Le petit policier va alors le plaquer contre le mur, le menotter, mais il ne va pas le fouiller pour autant. Et c'est à ce moment que Rick commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Randy arrive dans la pièce au même moment, mais le grand policier le plaque lui aussi et le menotte. Une fois les deux agents de sécurité neutralisés, les deux policiers qui étaient évidemment les voleurs révèlent leur véritable intention. Nous sommes venus pour dépouiller le Isabella Stewart Gardner, et vous n'avez pas intérêt à nous poser de problème si vous tenez à vos vies. C'est le deuxième, c'est le plus petit qui parle comme ça. Je sais pas. What? Après cette phrase assez poignante, les voleurs enroulent la tête des agents avec du ruban adhésif. Ils les conduisent ensuite au sous-sol du musée pour les menotter à un tuyau et à un plan de travail. Ce qui est assez impressionnant dans tout ça, c'est qu'entre le moment où ils sont rentrés et le moment où les agents de sécurité ont été neutralisés, il s'est passé moins de 15 minutes. Vers 1h35, les deux cambrioleurs remontent du sous-sol. Parce que oui, rappelez-vous, le musée n'avait pas assez d'argent pour mettre des caméras à l'intérieur, pour autant il y a environ 60 détecteurs de mouvement qui, eux, ont bien enregistré les pas des voleurs. Et c'est seulement à 1h48 qu'on voit leur premier pas, soit 13 minutes après avoir neutralisé les deux agents. En soi, ils ont juste dû prendre le temps de s'assurer qu'aucune alerte n'avait été donnée. Les premiers pas vont donc être enregistrés dans la salle hollandaise. Alors que les deux cambrioleurs s'approchent des peintures, un appareil de sécurité se déclenche et émet un son strident. En gros, c'est un système qui se déclenche quand quelqu'un s'approche trop près d'une œuvre. Après avoir localisé le détecteur, il le brise en deux, ce qui par conséquent arrête le son immédiatement. Et à partir de ce moment, ils vont commencer à voler plusieurs œuvres. Mais on parle pas non plus de n'importe quelle œuvre. Ils prennent le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, ainsi que Une dame et un gentilhomme en noir de Rembrandt. Ils vont les jeter sur le sol en marbre du musée, ce qui brise les cadres de verre des œuvres d'art. À l'aide d'une lame, ils vont se mettre à découper les toiles de leur châssis en bois. Au total, ce seront 13 œuvres qu'ils vont subtiliser. La dernière étant un vase chinois datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'ils sont enfin prêts à partir, les deux voleurs veulent quand même vérifier une chose. Ils retournent au sous-sol et demandent aux agents de sécurité s'ils sont à l'aise. Ouais, ils ont quand même un peu de sympathie, finalement. Les deux cambrioleurs vont ensuite dans le bureau de sécurité pour pouvoir emporter les cassettes vidéo. Celles qui ont enregistré leur entrée sur les caméras extérieures, ainsi que les données des détecteurs de mouvement. Après, il y a une chose qu'ils ne savaient visiblement pas, c'est que toutes ces données étaient aussi enregistrées sur un disque dur, qui lui n'a pas été touché. Juste avant de partir, les voleurs vont laisser le cadre vide du tableau chez Tortoni sur la chaise du bureau de sécurité. Vient alors le moment où ils sortent les œuvres à l'extérieur du musée. Ils ouvrent la porte latérale à 2h40. La dernière ouverture aura lieu à 2h45. Au total, le cambriolage n'aura duré que 1h31 minutes. Bon là, vous vous dites certainement que de toute façon, on va vite les retrouver avec les images des caméras. Mais bien, pas vraiment. Mais on en parle juste après. Environ 4 heures après les événements, vers 6h45, l'équipe de sécurité qui est là pour prendre la relève arrive. Mais très vite, ils vont se douter que quelque chose ne va pas. Ils n'arrivent pas à avoir de contact avec l'intérieur pour pouvoir rentrer. Les agents appellent alors le directeur de la sécurité qui arrive en seulement quelques minutes. Il entre dans le bâtiment et voit le cadre vide sur le fauteuil du bureau. Son premier réflexe est d'appeler la police. Plusieurs patrouilles viennent au musée et se mettent à fouiller le bâtiment. Et c'est à ce moment qu'ils vont trouver Rick et Randy toujours attachés dans le sous-sol. Bon, évidemment, cette histoire va faire beaucoup
beaucoup de bruit. Les voleurs ont pris ces 13 œuvres d'art qui s'affichent sur votre écran, et déjà à l'époque, elles étaient estimées à plus de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, certains disent même qu'elles s'approchent du milliard de dollars. Tout ça va donc mener à une enquête qui est visiblement impossible à résoudre. Bon, déjà, quand les enquêteurs et les experts en œuvres d'art arrivent sur place, quelque chose va les intriguer. Dans le butin que les voleurs ont emporté, il y a certes des peintures très précieuses, mais aussi des œuvres avec très peu de valeur. C'est le cas du vase chinois, mais aussi du fleuron d'aigle. Alors qu'en soi, ils sont passés à côté d'œuvres avec bien plus de valeur, celles de Raphaël, Sandro Botticelli ou encore Michel-Ange. Mais ils ne les ont pas prises. En plus de ça, à aucun moment, les voleurs sont allés au 3e étage, là où il y a l'un des tableaux les plus précieux de la ville, le fameux Rapte d'Europe de Titian. Tableau qui à lui seul est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. En vue de la sélection des œuvres et de la manière brutale avec laquelle les voleurs les ont manipulées, les enquêteurs déduisent donc qu'ils n'ont pas affaire à des experts du vol d'œuvres d'art. Avant de continuer sur l'enquête, je voulais juste vous parler d'une chose assez folle dans cette histoire. C'est que dans le testament d'Isabella Stewart Gardner, il est décrété qu'aucune œuvre ne doit être déplacée. Les cadres vides des peintures volées sont donc encore aujourd'hui à leur emplacement respectif, avec l'espoir de les revoir un jour. Et d'ailleurs, dans les jours suivant le cambriolage, comme le musée n'avait pas beaucoup de fonds et une police d'assurance insuffisante par rapport aux incidents, le directeur du musée a décidé de solliciter l'aide des maisons de vente aux enchères Sotheby's et Christie's, pour justement pouvoir verser une récompense d'1 million de dollars pour quiconque donnerait des informations permettant de récupérer les œuvres. Et d'ailleurs, ce montant a bien évolué avec le temps, passant à 5 millions de dollars en 1997, puis 10 millions de dollars en 2017. Encore aujourd'hui, cette somme représente la plus grosse récompense jamais offerte par une institution privée. De plus, les procureurs fédéraux ont récemment déclaré que quiconque retournerait les œuvres ne serait pas inquiété, le délai de prescription étant dépassé depuis 1995. Par conséquent, les voleurs ou les personnes ayant participé au vol ne peuvent plus être poursuivis en justice. Mais bref, revenons à notre enquête. Le Federal Bureau of Investigation, le FBI, c'est plus simple à dire comme ça, va immédiatement prendre le contrôle de l'affaire, tout simplement parce que les œuvres volées pourraient traverser le pays en passant les frontières des États-Unis. Mais ils vont vite faire face à un énorme problème dans cette enquête. Le fait que ce soit une affaire peu commune déjà, mais aussi le manque de preuves matérielles. En effet, les voleurs ont réussi à ne laisser aucune empreinte de pas, aucun cheveu, par contre ils ont certainement laissé des empreintes digitales. Le problème c'est qu'à cette époque, la technologie n'était pas encore assez développée pour déterminer si ces empreintes appartenaient aux voleurs ou aux employés. Au fil des années, et avec les progrès dans le domaine, le FBI effectue de nouvelles analyses ADN. Mais encore une fois, nouveau problème pour eux, c'est que certaines preuves ne sont plus du tout existantes. Que ce soit le ruban adhésif ou les menottes utilisées par les voleurs pour retenir les agents de sécurité, les deux ont été jetés, depuis bien longtemps. Ouais, les enquêteurs au début de l'affaire n'avaient pas prévu que l'analyse ADN évoluerait aussi vite. Bon, du coup, ils se retrouvent avec un autre élément, le portrait robot. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'ils vont interroger leur premier suspect. Normalement, si vous avez bien suivi le déroulement du vol, vous vous dites qu'il y a un homme qui va être interrogé. Et vous avez totalement raison. Vu qu'au début de cette enquête, la première personne qui va être interrogée, c'est Richard Abbott. Parce que oui, le petit Rick, là, il a eu un comportement très suspect la nuit du vol. Il a ouvert pendant quelques minutes la porte réservée aux employés avant de la refermer. Un mouvement qui, selon certains enquêteurs, était là pour avertir les voleurs garés à l'extérieur. Mais Rick, lui, il va se défendre en disant que c'est pour lui une manière de vérifier que la porte est bien verrouillée. Dommage pour lui, vu que le formateur des agents de sécurité déclare que s'il avait cette habitude, ses superviseurs l'auraient remarqué et auraient très vite mis un terme à cette mauvaise habitude. Et d'ailleurs, Rick, il a commis une faute grave en ouvrant la porte aussi facilement aux faux policiers. Parce que dans le protocole de sécurité, il est obligé de d'abord obtenir le nom des policiers, leur numéro de badge, et d'appeler à la police de Boston pour vérifier leur identité. Et seulement après toutes ces étapes, et s'il y a une raison légitime, alors il peut les laisser rentrer. Sauf que là, dans ce protocole, Rick, il a rien respecté. Ils ont sonné, il a regardé, il a fait bon, allez, je laisse rentrer, c'est parti. Autre chose d'assez bizarre concernant Rick, c'est que la pièce dans laquelle la peinture chez Tortoni a été volée, eh bien cette pièce n'a enregistré aucune trace de pas durant le cambriolage. Les seuls pas enregistrés sont ceux de Rick pendant son tour de garde, un peu plus tôt dans la soirée. Encore une fois, l'agent va se défendre en disant que le détecteur de pas était très certainement défaillant. Mais dommage pour lui, toujours pas. Le détecteur a été analysé quelques jours après le vol et il fonctionnait très bien. Pour couronner le tout, Rick avait déposé sa démission 2 semaines après le vol. Et Randy, son collègue, avait quitté son travail quelques jours après les faits. Alors du coup, oui, notre Rick, il est quand même très suspect dans cette histoire. Mais l'enquêteur du FBI en charge de l'affaire déclare qu'il est trop incompétent et trop bête pour avoir participé au casse. Du coup, il est éliminé de la liste des suspects. Attendez, parce qu'il y a d'autres suspects dans la liste, mais c'est pas encore tout à fait fini pour notre agent de sécurité. Parce qu'en 2015, le FBI retrouve la vidéo d'une caméra de surveillance datant de la nuit juste avant le vol. Ouais, ils ont quand même mis 25 ans à la retrouver, c'est un tout petit peu long.
Et dans cette vidéo, on voit Rick laisser entrer un homme non identifié dans le musée avec qui il va parler dans le bureau de sécurité. Sauf que Rick, encore une fois, il va se défendre, mais cette fois compliqué de prouver l'inverse de ce qu'il dit. Parce que selon lui, c'était tout simplement le chef adjoint de la sécurité, qui est décédé en 2014. Donc bon, compliqué d'interroger un mort. Finalement, Richard Abbott va décéder en février 2024, en ayant toujours déclaré son innocence depuis le vol. Et de toute façon, aucune preuve concrète n'aurait pu permettre de l'accuser. Bon, du coup, là on arrive sur les autres suspects, et il y en a quand même plusieurs. Tout d'abord, juste après le vol du musée Gardner, un certain James Bulger, qui était à la tête du gang de Winter Hill, un des plus gros gangs de Boston, affirme publiquement qu'il n'a pas organisé le cambriolage. Pour preuve, il demande même à ses hommes de déterminer l'identité des cambrioleurs, car selon lui, ce vol a été commis sur son territoire, et il n'aime pas du tout ça. Bah oui, en même temps, normalement, c'est lui qui doit commettre ce genre de vol. En voyant ça, le FBI va enquêter sur lui, et ils savent très bien qu'il a déjà corrompu plusieurs membres de la police de Boston. Du coup, pour lui, se procurer des uniformes, ce n'est vraiment pas un problème. En plus de ça, le chef de gang entretient des liens étroits avec l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, qui dispose d'agents sur Boston et qui ont déjà réussi plusieurs vols d'œuvres d'art dans le passé, avec une marque de fabrique très reconnaissable. Le déclenchement d'alarme incendie pendant le cambriolage. Ça vous rappelle quelque chose? Mais au fil de l'enquête, aucune preuve concluante contre James Bulger et l'IRA. Pas grave pour le FBI vu qu'ils ont un autre suspect majeur, Brian McDevitt, un escroc de Boston qui en 1981 a tenté de cambrioler le musée The Hyde Collection à New York. Le tout en étant déguisé en chauffeur FedEx et avec pour principal équipement des menottes et du ruban adhésif. En plus de ça, il correspond plutôt bien au portrait robot d'un des deux voleurs. Ça sent bon cette piste, non? Le FBI va l'interroger en 1992 au détecteur de mensonges, mais rien. Ils vont donc prendre ses empreintes digitales et toujours rien. Encore une fois, cette piste s'avère être la mauvaise. Bon, là ça commence à être un peu compliqué comme affaire. Mais c'était sans compter sur une lettre qu'a reçue le musée en 1994. Un matin d'avril, la directrice du musée, Anne Holloway, reçoit une lettre anonyme d'une personne prétendant vouloir négocier le retour des œuvres. L'auteur dit qu'il est un négociateur mais qu'il ne connaît pas l'identité des voleurs. Il indique également que si les œuvres ont été volées, c'était dans un but bien précis. Réduire une peine de prison. Mais cette peine étant passée, les voleurs n'ont plus aucun intérêt d'avoir les œuvres. De ce fait, ces derniers désirent une immunité pour eux-mêmes, pour toutes les personnes impliquées, ainsi que 2,6 millions de dollars envoyés sur un compte bancaire offshore. Si ces conditions vont au musée, alors toutes les œuvres seront remises. Pour prouver qu'il voulait bien négocier, il était demandé aux dirigeants du musée de placer un message codé dans le journal quotidien américain The Boston Globe. Autant vous dire que quand la directrice voit ça, elle est plutôt contente. Ça fait quelques années que l'affaire est en cours, et à chaque fois les pistes sont mauvaises. Le FBI est totalement d'accord avec elle, et décide de placer le fameux message codé dans le Boston Globe, paru le 1er mai 1994. Quelques jours plus tard, Anne Holloway reçoit une seconde lettre, et cette fois l'auteur déclare la chose suivante. Je suis content de voir que le musée est prêt à négocier, mais j'ai peur qu'il y ait une enquête massive des autorités pour me retrouver. Je vais donc évaluer mes différentes options avant de revenir vers vous. Sauf qu'après ça, plus aucune lettre. Plus aucun signe de vie de cette personne qui ne sera jamais identifiée. Mais malgré tout, cela a mis en lumière une nouvelle piste pour le FBI, qui va consacrer tous ses efforts dans cette nouvelle recherche. Est-ce que vous vous rappelez d'une chose que je vous ai dit en début de vidéo pour contextualiser un peu? Quand en 1982, un gang de Boston avait menacé de voler le musée. Eh bien, c'est la famille Patriarca qui avait fait cette menace. Oui, cette famille s'appelle vraiment comme ça. Et justement, un des membres de cette famille est suspecté dans cette affaire. C'est Robert Donati, alias Bobby. S'il est suspecté, c'est à cause d'un voleur d'art de la Nouvelle-Angleterre, Miles Connor Jr., qui donne des informations aux autorités quelques jours après les événements. Alors qu'il est en prison au moment du vol, Connor pense que Bobby et son principal associé David Houghton sont les cerveaux du cambriolage au musée Gardner. À savoir que Connor avait déjà travaillé avec Donati pour plusieurs vols d'œuvres d'art. Et surtout, il affirme qu'il avait fait du repérage avec lui pour le musée Isabella Stewart Gardner. De plus, il affirme que Houghton, le bras droit de Donati, lui a rendu visite quelques jours après le vol, pour lui dire que les œuvres d'art pourraient servir de rançon pour le sortir de prison. Parce que oui, à cette époque, cette technique avait déjà été utilisée pour faire sortir des détenus. Le FBI continue d'écouter l'histoire de Connor, mais une chose cloche. Les portraits robots ne correspondent absolument pas aux deux hommes qu'il mentionne. Ce à quoi le détenu répond, normal, ils ont dû engager des criminels de bas échelon pour réaliser le cambriolage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Connor, lui, il veut sortir de prison. Et il déclare même qu'il peut aider à retrouver toutes les œuvres en échange de sa liberté et aussi de la récompense qu'offre le musée. Ce à quoi le FBI répond non. Pour il n'y a pas assez de preuves dans les propos de Connor et lui demande juste une nouvelle piste pour pourquoi pas étudier son offre. C'est à ce moment que le détenu va donner un nouveau nom, celui d'un de ses amis, William Youngworth, qui est un antiquaire. Là, le FBI se dit bon, à tout moment c'est du gros bullshit ce qu'il nous raconte, mais vas-y, on va quand même aller voir. Fin 1990, la police perquisitionne le domicile et le magasin de l'antiquaire. Mais vous commencez à connaître la suite, toujours rien.
Sauf que cette affaire, elle va attirer l'attention d'un journaliste nommé Tom, qui en 1997 retombe sur cette histoire et ça l'intrigue énormément. Un soir, l'antiquaire appelle le journaliste pour lui dire qu'il a des preuves pour pouvoir rendre les œuvres d'art. Tom, qui est ultra intrigué et qui veut en savoir plus sur l'affaire, se dit pourquoi pas. Il peut faire un scoop et décide donc de suivre l'antiquaire. Celui-ci va l'emmener dans un entrepôt situé dans les quartiers de Brooklyn. Une fois à l'intérieur du hangar, Tom aperçoit une chose. Plusieurs grands tubes cylindriques sont entreposés. William sort alors un tableau d'un des tubes, le déploie et le révèle à l'aide d'une lampe torche. Selon Tom, le tableau ressemble comme 2 gouttes d'eau au Christ dans la tempête sur la mer de Galilée. Il remarque aussi que le tableau a des craquelures, qu'il a des bords coupés, certainement à l'aide d'une lame, et enfin la signature de Rembrandt. Ça y est, le journaliste a son scoop pour faire la une des journaux. Il écrit ce qu'il a vécu la nuit dernière et que selon son informateur, le vol a été commis par 5 hommes, dont 2 qui sont identifiés. Robert Donati qui est l'un des voleurs et David Houghton qui a été responsable du déplacement des œuvres en lieu sûr. Évidemment, quand le FBI voit cet article, ils se disent qu'on se fout clairement de leur gueule. Ils vont se mettre à chercher partout cet entrepôt. Ils tombent dessus plusieurs mois après, le perquisitionnent et... rien. Ah si, pour une fois il y avait une chose, le fameux tableau que l'antiquaire avait montré à Tom. Bah du coup c'était juste une reproduction d'une piètre qualité. Mais forcément pour quelqu'un qui n'est pas expert, ça ne se voit pas. Le FBI décide donc de retourner voir William, vu que visiblement il en sait un peu plus qu'il n'y paraît. Sauf que dès le début des interrogatoires, l'antiquaire dit qu'il refuse de négocier. Tant qu'il n'a pas une immunité totale, la récompense prévue par le musée, et enfin la libération de Connor qui est toujours en prison. Le FBI lui dit très clairement qu'il est pas du tout en position de force, et qu'il a aucun intérêt à faire le malin. Sinon il suspend les négociations avec lui et c'est direct casse-prison. Il lui demande alors s'il a des preuves plus fiables permettant de remonter jusqu'aux œuvres. Et comme par magie, l'antiquaire va fournir des éclats de peinture, du Christ dans la tempête. Encore une fois, ça part en analyse, mais les éclats de peinture ne proviennent pas du tableau. Oui, on s'en doutait un petit peu. L'antiquaire va finalement devoir purger une peine provisoire avant d'être libéré, faute de preuves pouvant le retenir plus longtemps. Le temps passe dans cette histoire et quelques années après le vol, Robert Donati et son bras droit Houghton sont tous les deux décédés. Et après ça, plus trop de nouvelles dans cette affaire. Ça sera en 2014 qu'il va y avoir de la nouveauté. Le journaliste d'investigation Stephen Kurkian écrit à Vincent Ferreira, qui était le supérieur de Robert Donati au moment des événements. Le journaliste va lui demander s'il possède des informations sur le vol du musée. Un mois plus tard, il reçoit l'appel d'un des associé de Ferreira, qui lui affirme que Donati a bel et bien organisé le cambriolage. Les œuvres ont apparemment été enterrées et les négociations auraient pu commencer une fois que la médiatisation de l'affaire se serait atténuée. Mais ces négociations n'auront jamais lieu, car comme je vous l'ai dit, Donati est mort 2 ans après le vol. Le journaliste pense que ce vol aurait justement servi de monnaie d'échange pour libérer son supérieur. Mais vu qu'il se sentait mourir, il a fait disparaître les œuvres d'art et personne ne sait vraiment où. Ce mystère n'a donc toujours pas été élucidé depuis 1990. De temps en temps, de nouvelles pistes émergent, mais aucune n'a été concluante. Mine de rien, ce vol a eu un impact significatif sur le monde de l'art, en particulier sur la sécurité dans les musées du monde entier. Il a également contribué à attirer l'attention sur le sujet de la protection des trésors culturels. Surtout que ce vol reste encore aujourd'hui le plus important dans le monde de l'art, et qu'il n'est toujours pas résolu à ce jour. En effet, les œuvres volées considérées comme de véritables trésors culturels sont toujours recherchées à travers le monde. Et c'est justement ce qui rend l'histoire du vol du musée Isabella Stewart Gardner aussi captivante. C'est déjà la fin de cette histoire, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like, un commentaire, tout ça, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao!